Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition, de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Isabelle Videlaine, directrice des projets RSE et développement durable de la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. On verra notamment comment la réduction des emballages plastiques devient un enjeu majeur du secteur. Le nettoyage industriel, c'est également le thème de notre rubrique Smart Ideas avec la start-up du jour Trazos, une solution logicielle qui permet d'économiser l'eau, l'énergie et les détergents. Et puis notre débat du jour, il porte sur la thalassothérapie, comment améliorer le bilan RSE et le bilan carbone de cette activité. On prendra notamment l'exemple des thermes marins de Saint-Malo. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Isabelle Videlaine, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice des projets RSE et du développement durable de la FHER, Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. Ça représente combien d'entreprises? C'est quoi ce secteur? Alors FHER, la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable, représente 124 entreprises. Ce sont des entreprises qui fabriquent des produits d'entretien, que ce soit pour la maison, des lessives, des produits pour les sols, mais également déjà l'hydroalcoolique, et également pour le secteur professionnel. Donc on a des entreprises qui fabriquent des produits très pointus de désinfection, par exemple pour les blocs laboratoires ou d'entretien pour les transports ou pour l'industrie. Ouais, alors quelques chiffres pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Vous représentez 80% des entreprises du secteur, ça fait 13 400 salariés, 95 sites de production et un chiffre d'affaires global du secteur de 6 milliards d'euros. Depuis le mois de mai dernier, l'AFIS, puisque c'était le nom précédent, Association des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle, est donc devenue la FHER avec ce R de responsable. Au-delà de l'acronyme, ça change quoi? Alors, en changeant de nom, on a voulu vraiment montrer l'impact positif du secteur. C'est quand même un secteur qui a été reconnu comme indispensable à la nation au moment de cette pandémie du Covid-19, qui est toujours indispensable aujourd'hui pour prévenir tout ce qui est maladie, tout ce qui est infection. Et on a publié récemment un cahier des pratiques durables qui témoigne à travers plus de 150 exemples des bonnes pratiques de notre secteur et de cet engagement responsable de ce secteur qui veut progresser et réduire son impact environnemental tout en gardant une efficacité à ses produits. Alors là, on va être très concret, c'est pas seulement un changement de nom, donc dans ce cahier des pratiques durables, on y trouve quoi? Tiens, s'il y a une entreprise du secteur qui nous regarde, c'est quoi le levier le plus efficace pour une entreprise qui veut réduire son impact environnemental? Alors, plusieurs leviers dans notre secteur, bien sûr, mais je prendrai l'exemple des plastiques. Oui. Alors, les plastiques dans notre secteur, c'est quand même quelque chose de tout à fait fantastique, hein, comme le disait une chanson il y a quelques années. Oui. C'est un matériau malléable, c'est un matériau léger, c'est un matériau qui dispose de propriétés barrières tout à fait intéressantes par rapport à des produits qui sont souvent des produits liquides. Oui, c'est pas un hasard si on s'est mis à utiliser autant de plastique. Non. Pas du tout. Mais c'est quand même un matériau qui a un impact environnemental fort. Le plastique, c'est quand même 2 milliards d'émissions de CO2 chaque année. C'est 10 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année. Donc oui, on a une action sur le plastique. Alors une action qui porte à la fois sur la compaction, le réemploi, le recyclage et la substitution. On va peut-être pouvoir développer... Alors la compaction, c'est intéressant. Donc c'est quoi déjà ça, la compaction? Alors la compaction, c'est une démarche qui est initiée par le secteur depuis 1997. Donc vous voyez, ce n'est pas récent. Et qui vise à proposer des produits plus concentrés. Donc ça permet à la fois de limiter la quantité de détergents, de limiter la quantité d'emballage et bien sûr de limiter la quantité de déchets. Chaque année, en fait, cette compaction permet d'économiser 55% de détergents, 240 000 tonnes de plastique et 260 millions de kilomètres de camions. Oui, parce qu'évidemment, si les produits sont plus petits, il y a moins de transport. Les produits sont plus concentrés, donc on en transporte moins. Alors, il y a aussi l'idée d'utiliser du plastique recyclé. Alors, on sait que c'est pas si simple le plastique recyclé parce qu'il faut quand même remettre du plastique vierge dedans, mais il y a cette volonté-là aussi? Tout à fait. Alors là, encore, notre secteur a devancé la réglementation
réglementation, puisque dès 2019, une initiative s'est mise en place au niveau européen, donc avec 183 producteurs qui se sont engagés à introduire 20% de plastique recyclé dans les emballages. Ce qui va au-delà de la réglementation, parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de réglementation pour introduire des plastiques recyclés dans les emballages. Il y a une réglementation qui vise à réduire le nombre d'emballages, réduire les volumes de plastique, mais pas de réglementation là-dessus. Ouais. Donc effectivement, on développe ces plastiques recyclés dans nos Est-ce que vous pouvez vous passer du plastique, ou est-ce que les produits que vous utilisez finalement font qu'il n'y a parfois pas d'alternative? Alors, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, difficile de se passer du plastique, mais on va pouvoir quand même réduire fortement notre empreinte plastique. On voit ces derniers temps des producteurs qui substituent le plastique pour certains conditionnements par des emballages en carton. Par exemple, pour la lessive, pour les capsules de lessive, plusieurs marques remplacent les boîtes en plastique par des boîtes en carton. Mais bien sûr, quand on fait ce type de substitution, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'impact environnemental. Donc veiller à ce que les emballages ne soient pas plus lourds et veiller à utiliser des emballages en carton qui proviennent de forêts issues gérées durablement ou bien de carton recyclé. Bien sûr. Ça veut dire que le passage d'un modèle à l'autre, il prend forcément du temps. Il y a toujours cette question-là, parce qu'on sait qu'on est dans une urgence climatique, une urgence de biodiversité, mais que c'est pas si simple de changer de modèle. Donc ça suppose du temps et aussi de la recherche et développement. Alors la recherche, il faut les inventer, les solutions. Bien sûr, oui, c'est du temps, mais on a déjà anticipé à travers la compaction depuis 1997, à travers ce qu'on appelle la charte du nettoyage durable depuis 2005, qui est aussi une initiative européenne. Grâce à cette initiative européenne, on a déjà réduit 32% nos emballages en plastique. Donc oui, il faut du temps, et puis il faut également des innovations. Donc on a évoqué la compaction, on a évoqué la substitution du plastique par le carton. Ça semble rien comme ça, mais c'est beaucoup de recherche et d'innovation en amont. L'innovation, c'est aussi l'innovation sociale. Vous avez lancé un programme d'engagement sociétal. De quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc, FAIRE, en partenariat avec l'ONG Ashoka, a lancé un programme d'innovation sociétale pour accompagner 3 entrepreneurs sociaux. Donc, ce sont des entrepreneurs du secteur de l'hygiène et de l'entretien, de petits entrepreneurs, de petites entreprises. Il y a 2 lauréates et un lauréat. Exactement, qui ont un projet à impact social ou environnemental fort. Et donc, nous accompagnons avec nos adhérents ces entrepreneurs sociaux. On les a sélectionnés suite à un concours. Et donc, on les mentore, on les sponsore pour les aider à développer leurs projets. Donc ça, c'est l'un des volets de ce programme d'innovation sociale. Et le second volet, c'est d'acculturer nos adhérents à l'innovation sociale pour vraiment introduire une culture du changement au sein de notre secteur. Il y a aussi une campagne, j'ai vu ça, à destination des citoyens, des salariés. Et le titre, l'intitulé, c'est « Et si vous passiez à l'éco-routine ». Mais alors, c'est quoi l'éco-routine? Alors, l'éco-routine, dans le contexte actuel que l'on connaît bien de crise énergétique, il faut que l'on fasse tous des économies d'énergie. Et les consommateurs, les utilisateurs de produits d'entretien peuvent aussi jouer un rôle important. Il faut savoir en fait que quand dans une lessive par exemple, la phase d'utilisation c'est 60% de l'impact énergétique de la lessive. Donc si vous lavez votre linge à 20 ou à 30, ce que permettent d'ailleurs les produits d'aujourd'hui, ça vous permet d'économiser 30% d'énergie par rapport à un lavage traditionnel à 40. Je dis traditionnel parce que on constate effectivement que la température moyenne de lavage aujourd'hui c'est 40, alors qu'un lavage à 30 ou à 20 c'est tout aussi efficace. C'est tout aussi efficace. Donc, le lavage à basse température, pas faire de rinçage quand on fait un lave-vaisselle, trier ses déchets. Enfin voilà, c'est tout ça. Des gestes simples. Je voudrais terminer sur les critères de choix d'un produit d'hygiène. Quand on achète un produit d'hygiène, le premier critère, c'est, j'imagine, avant les questions d'éco-responsabilité, c'est quoi? Le prix, l'efficacité? Alors,
Le premier critère pour nos consommateurs, et surtout dans cette période d'inflation, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et l'efficacité et le prix. Oui. Ces deux critères, ce sont les deux critères les plus importants. Mais le troisième critère, c'est quand même l'impact environnemental. Et d'ailleurs, tous les efforts que nous, dans le secteur, nous consentons, c'est vraiment pour allier à la fois l'efficacité du produit, la sûreté du produit vis-à-vis des utilisateurs et la réduction de son impact environnemental. Merci beaucoup, merci Isabelle Videlaine et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Ici, on s'offrait une Thalasso responsable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Olivier Rollic, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Rollic. Hubert Vandeville, bonjour. Enchanté. Président de Enchanté, Betterfly Tourisme. On va donc parler de thalassothérapie. Ça va nous emmener à Saint-Malo. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez, Olivier Rollic, votre groupe Histoire Familiale, c'est ça? Alors effectivement, entreprise familiale de 3e génération, basée à Saint-Malo. Nous exerçons 2 métiers principaux. Le premier, les métiers du bien-être, et à commencer par celui de la thalasso, vous le disiez. Les métiers de l'hôtellerie-restauration qui est notre 2e cœur métier. Puis à côté de ça, on a des métiers connexes, la blanchisserie, le golf, les chocolats, la cosmétique. Et notre mission, c'est apporter du bien-être aux gens. Donc on est 900 salariés à exercer tous les jours dans ce sens-là. Les termes marins de Saint-Malo, ça représente combien de curistes, combien de visiteurs chaque année? Alors on accueille à peu près 35 000 curistes tous les ans, avec environ 10 000 curistes qui sont nos clients fidèles qui reviennent régulièrement. Et donc on espère que toutes ces personnes se sentent mieux au quotidien après leur séjour. Ouais, et vous avez donc réalisé votre bilan RSE, on va en parler, avec Betterfly Tourisme. Hubert Vandeville, c'est quoi Betterfly Tourisme? Alors c'est une entreprise de première génération que j'ai fondée il y a 11 ans, en 2011 maintenant, 12 ans. Donc on est une entreprise de conseil, de formation et de logiciels, et on travaille exclusivement sur le sujet du tourisme durable. Avec pour vocation de faire vraiment passer à l'acte les acteurs du tourisme, en leur démontrant que ça coûte moins cher de s'engager que de ne pas s'engager sur le sujet de la RSE, de la transition. Et pour ce faire, on va calculer des impacts, des coûts également, et aider les entreprises et les territoires à communiquer sur leur engagement. Et donc vous avez réalisé le bilan RSE du groupe Rollic. C'est quoi ça prend combien de temps? Tiens, c'est quoi un bilan RSE? C'est une démarche de longue durée? Alors le bilan qu'on a réalisé pour le groupe, c'était surtout un bilan environnemental. Le côté social et gouvernance, c'est propre au groupe. Et après le bilan, là on était sur 9 établissements, plusieurs restaurants, une thalasso. Donc ça prend un peu plus d'une année pour faire un bilan assez précis et établir un plan d'action chiffré en termes de retour sur investissement. Alors justement, ce bilan chiffré, Olivier Rollic, que vous apporte un bilan comme celui-là? Qu'est-ce que vous cherchiez? Alors, d'abord, on était sensible à la thématique de par notre métier, parce qu'effectivement, la mer est notre ressource première. On est planté dans l'environnement naturel à Saint-Malo, et donc les équipes sont très sensibles au sujet. On a quelques convictions tous ensemble sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, c'était bien connaître le point de départ, la situation de départ, c'est-à-dire d'avoir des ordres de grandeur en tête, de comprendre où est le 80, où est le 20, de savoir d'où on part, de savoir ce qu'on faisait déjà bien et ce qu'on pouvait faire mieux. Donc c'est d'avoir un document de référence qui nous permette de bâtir un plan d'action. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en termes de stratégie, ça vous permet quoi? Ensuite de choisir peut-être le levier ou les leviers les plus efficaces, c'est ça? Exactement. Alors déjà de tout identifier quand même, de façon exhaustive, c'est intéressant. On n'a pas toujours le temps de plonger au fond des choses. Et ensuite, effectivement, de les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que nous, on est ressorti de ce bilan avec à peu près 400 actions listées, dont on a mené aujourd'hui à peu près 150 actions. Forcément, on a mis les plus intéressantes et les plus pertinentes en tête de liste, et puis les plus compliquées et les moins pertinentes en fin de liste. Et depuis, je dirais, vous parliez de démarche
de long terme, c'est une démarche de long terme. Ouais. Et dans le cadre d'une démarche de long terme, il fallait cette base de départ pour bien travailler. Ça fait partie de votre rôle, Hubert Vandeville, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, on fait le bilan, là en l'occurrence environnemental, et le levier le plus efficace, c'est peut-être celui-là ? Oui. Vous allez jusque-là. On va vraiment aider à prioriser. Ouais. Alors déjà, pour faire le bilan, on va utiliser une méthode qui s'appelle l'affichage environnemental, qui est une méthode où pour tous les hôtels qu'on accompagne en France, c'est le même périmètre d'analyse, c'est les mêmes bases de données, c'est les mêmes méthodes de calcul, et du coup déjà ça nous donne l'équivalent d'un benchmark, d'un comparatif. Et après pour chaque... C'est quoi, c'est ABCDE? C'est exactement ça, c'est comme un Nutri-Score mais lié à l'impact environnemental d'un hôtel. Et après, avec cette analyse, on peut identifier pour chaque hôtel quel est le poste le plus important. Est-ce que c'est le linge? Est-ce que c'est le chauffage? Est-ce que c'est la clim? Donc on a fait ça pour chaque établissement et ça permet vraiment de descendre après dans un plan d'action détaillé. On va cibler des priorités et chaque action, en fait, on va la modéliser, on va la chiffrer en termes de gains économiques et de gains environnementaux. Ce qui permet après pour un groupe, on a licité 400 actions, de se dire je vais d'abord commencer par les 30 actions. Alors justement, vous avez commencé par quoi? On a commencé par tout, presque. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut en même temps se concentrer sur le 80 et en même temps tout initier et tout lancer, parce qu'il y a des actions qui prennent du temps. Je pense par exemple à des changements techniques qui peuvent nécessiter des études, etc. Donc il faut lancer ces phases d'études. Et puis il y a des actions où il suffit de décider de baisser une consigne ou dès demain matin on fait des économies. Par exemple, alors, il y a le plastique à usage unique, les gobelets par exemple. Alors, on utilise beaucoup de gobelets. Les gobelets à usage unique, on est passé sur des gobelets plastiques plus sympas et réutilisables. On a supprimé le packaging de tous nos produits d'accueil, les shampoings, gel douche que vous trouvez et autres produits que vous trouvez dans des chambres. On est passé en PE végétal, donc on est sur un packaging végétal. On a recyclé... J'ai vu les films, pardon de vous interrompre, les films plastiques qui sont utilisés en thalasso, c'est ça? Ils sont utilisés dans quel cadre et par quoi vous les avez remplacés? Ils sont utilisés dans le cadre des enveloppements d'algues. Ah oui, c'est ça. Un soin particulier où effectivement, après avoir reçu la crème d'enveloppement, vous êtes emballé dans une feuille. C'est assez agréable d'ailleurs pour l'avoir déjà fait une fois. On est plutôt bien. On est plutôt bien à ce moment-là. Effectivement, c'était du plastique, donc on mélangeait du plastique et de l'organique, donc derrière pour du recyclage, c'est quand même pas l'idéal. On est passé en amidon. Et donc aujourd'hui, c'est totalement biodégradable. Ça correspond, je pense, beaucoup mieux au métier qu'on fait. D'autres, par exemple, on est en plein sobriété énergétique, etc. Vous aviez déjà amorcé ça, de faire baisser votre facture énergétique, et si oui, comment? Oui, par exemple, pour vous donner un indicateur, entre 2014 et 2019, on baisse notre consommation électrique de 8 points à peu près. Donc on était déjà sur ce chemin-là. Je pense que l'entreprise, naturellement, est économe par nature. On a forcément été plus loin aujourd'hui. On a baissé les températures de consigne climatisation, on a baissé les températures de consigne des primaires, des chaudières. On essaye d'économiser des volumes d'eau, on essaye d'économiser des volumes de linge. Donc sur la technique, il y a beaucoup de choses, jusqu'à la production parfois d'énergie. Par exemple, sur notre blanchisserie interne, on installe actuellement 200 kW de panneaux photovoltaïques, ce qui devrait nous permettre d'effacer 30 à 40% de l'électricité du site. Donc voilà, de proche en proche, les choses progressent quand même assez vite. Hubert Vandeville, il y a eu l'épidémie de Covid. Bon, est-ce qu'on peut pas parler au passé? Je ne sais pas, mais bref. Et puis il y a cette crise énergétique. Bon, on essaye de positiver. C'est aussi un accélérateur de transformation environnementale évident, quoi. Évidemment, il y a beaucoup de prise de conscience au niveau du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en particulier. Sur le coût de l'énergie, ça c'est évident, il n'y a pas que l'hôtellerie, mais il y a eu aussi, en fait, pendant le Covid, il y a une sorte de prise de conscience des clients, des consommateurs, mais aussi des décideurs et des destinations touristiques. Donc il y a tout un écosystème qui a envie de s'engager, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre, parce que quand on prend un groupe comme le groupe Rolik, il y a tellement de choses à faire, donc il faut arriver à prioriser. Et oui, aujourd'hui, rien que nous, au niveau Betterfly, on a doublé notre activité en 2022 par rapport à 2021, et on est très très sollicité, et c'est surtout les volets, conseils, formation et outils. Est-ce que ça veut dire que les géants du secteur, les géants internationaux, s'y mettent aussi? Alors oui, ils s'y mettent, ils signent des chartes. Par exemple, le groupe Accor a signé un engagement avec l'ONU sur le zéro plastique. On a d'autres grands groupes qui s'y mettent. Et peut-être la différence entre un groupe familial et un grand groupe international, c'est qu'eux, ils vont travailler avec des franchisés.
Donc chaque franchisé, il va un peu à sa vitesse, à son rythme. D'ailleurs, on travaille beaucoup aussi avec des franchisés. Mais quand les décisions sont faites au niveau du groupe en interne, qui exploite aussi l'hôtel, là, ça va beaucoup plus vite et on peut avoir en plus des solutions locales, parce que je rappelle que le groupe Rolik est implanté à Saint-Malo, et du coup, on peut avoir des solutions d'économie circulaire. Et par exemple, sur le problématique des emballages en polystyrène du poisson, vous voyez ces grandes cagettes plastiques, et bien en fait, le groupe Rolik, parce qu'ils sont implantés à Saint-Malo en direct avec un poissonnier local, peuvent supprimer ces emballages jetables et mettre en place des emballages réutilisables, chose qui est très difficile au niveau d'un groupe international. Donc ça veut dire que vous, dans votre bilan, vous allez chercher aussi des solutions qui soient des solutions locales, c'est ça? Vous adaptez le bilan évidemment à l'identité et à la localisation de l'entreprise. Surtout pour un groupe implanté dans une destination, on va essayer de trouver des solutions avec un écosystème local. Et d'ailleurs, cette solution-là avait été identifiée dans une analyse sur le tri des déchets pour essayer de trouver des solutions plus locales, mais ça peut être aussi au niveau alimentaire, ça peut être aussi au niveau des produits d'entretien ou des produits d'accueil, tout ce qui est ce qu'on appelle amenities, savon, etc. dans les chambres. Je tiens justement sur l'alimentaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, circuit court, là aussi vous avez évolué depuis quelques années? Alors, on partait pas trop mal, je pense, parce qu'on a la chance en Bretagne d'avoir un terreau en termes d'agroalimentaire assez bien fourni, des produits de la mer, produits de la terre, que ce soit du végétal ou de l'animal. Donc, il y a rarement besoin d'aller à plus de 80 km. Quoi. Si on n'est pas trop malhabile, on doit pouvoir sourcer quand même une majorité en local. Mais sur le gaspillage? Alors sur le gaspillage, ça dépend de la taille des établissements. Quand vous avez des établissements d'importance qui tournent bien, vous gaspillez très peu. Ce qui est notre cas. Donc on a des taux de gaspillage qui sont très faibles, on a une vraie culture de réutilisation, etc. En sourcing, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, parce que les habitudes alimentaires on est obligé de s'adapter, donc il faut avancer sans aller trop vite, parce qu'il ne faut pas aller plus vite que les clients trop non plus, répondre à notre mission en amenant des choses au fil de l'eau quand même dans les menus, par exemple des plats végétariens qui commencent à prendre plus de place, ou des menus bas carbone qui commencent à être un thème qu'on voit transpirer dans les cartes. Je voudrais revenir, vous l'avez évoqué, sur cet affichage environnemental des établissements touristiques. Donc vous l'avez. Alors vous avez quoi, B, c'est ça? On a une note de B au niveau du groupe, et puis après chaque établissement a sa note propre. Est-ce que vos clients le regardent? C'est-à-dire quel retour vous avez là-dessus? Alors on le met en avant parce que je pense que c'est important aussi que ces éléments-là soient projetés devant les gens. Il y a ceux qui s'y intéressent, ceux qui le découvrent. Dans les deux cas, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est comment je peux dire ça, un critère de choix? C'est pas le premier, quoi. Pas encore vraiment, parce que vous trouvez pas ce critère développé sur les catalogues de vente d'hôtels, sans citer de marque. C'est pas des choses qui ont complètement intégré ces catalogues. Ça commence quand même à venir dans les remarques. On a plutôt des remarques de gens qui s'étonnent d'une température trop chaude, qui s'étonnent de ce paquet de linge, est-ce bien nécessaire? Voilà. Donc c'est des remarques qu'on n'avait pas jusqu'ici. Très vite, un mot là-dessus. Si je peux compléter, il y a une clientèle entreprise, séminaire, qui est aussi très sensible à l'impact environnemental, au label ou à la mesure carbone. C'est là que l'affichage peut être aussi intéressant à pousser et à mettre en avant dans la réponse aux appels d'offres. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler, on va continuer, puisqu'on était sur ce thème en toute première partie, de parler de nettoyage. Smart Ideas avec Mayedine Chergui, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Trasos, vous l'avez créé quand, avec quelle idée? Alors Trasos, c'est une green tech qui a été créée en septembre 2020 et qui est issue en fait d'une longue réflexion. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en fait dans le domaine des nettoyages industriels et en faisant le constat que les nettoyages, l'approche de l'optimisation des nettoyages manquait notamment de rigueur et
et de facilité en fait dans l'implémentation de leur optimisation. Alors justement, ça passe par quoi? C'est une solution logicielle? Comment vous faites baisser la consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, de détergents? Alors concrètement, on allie en fait une expertise humaine et la puissance d'outils digitaux. Expertise humaine, on a une équipe d'ingénieurs agroalimentaires qui vont aller recueillir un certain nombre d'éléments dans les usines en fait, des caractéristiques des circuits, des tuyaux, des tanks, etc. Et ces éléments-là vont nous permettre de paramétrer notre plateforme. Et cette plateforme-là va permettre à l'industriel d'optimiser les nettoyages des lignes de production sur la base de deux niveaux. Le premier, c'est que dès que vous lancez un nettoyage depuis notre plateforme, ça va aller chercher le meilleur nettoyage possible et l'optimiser, donc réduire les consommations d'eau, d'énergie, de produits chimiques et de temps. Et le deuxième niveau, sur des installations un peu plus critiques, comme par exemple des pasteurisateurs qui servent en industrie laitière, par exemple, à éliminer les germes dans le lait, et ben, on va aller modéliser. On a développé une brique de modélisation des encrassements qui va permettre de dire l'encrassement qui est normal, au bout de tant d'heures de production, il est à tel endroit, telle quantité et il est de telle nature. Et on ne s'arrête pas là puisqu'on vient modéliser également les nettoyages qui vont venir dire le nettoyage va enlever 100% de l'encrassement, auquel cas est-ce qu'on peut réduire et toujours avoir 100% ou on est à 80-90%, auquel cas il faut améliorer. Et alors vous avez évidemment modélisé le gain que ça peut représenter pour vos clients. Ça doit dépendre de la taille d'entreprise, etc. Mais dans les fourchettes, dans les moyennes, ça donne quoi? Alors, sur les premiers essais que l'on a réalisés, notamment avec un industriel laitier, la coopérative Laïta, sur les premiers nettoyages lancés depuis notre plateforme, on est sur 40% de réduction de consommation d'eau et 50% de consommation d'énergie et 42% de gain de temps. Oui, donc c'est quand même un impact réel et rapide. Vous en êtes tout du développement de Trasos? Alors là, on arrive en phase de commercialisation sur ce début 2023. Donc on a déjà commencé la commercialisation avec quelques clients. Et vous venez d'annoncer une levée de fonds, 1 500 000 €. Tout à fait. Avec quelle stratégie derrière? Alors il y a 1 500 000 €. Ils sont là clairement pour renforcer la R&D. Donc aller encore plus loin, étant donné qu'on est un pure player, on a ce devoir d'aller encore plus loin, notamment sur la modélisation des encrassements et sur le logiciel, et puis renforcer bien évidemment l'équipe dans le but de lancer un déploiement commercial qui soit accéléré. Vous recherchez quel type de talent? Parce que c'est pas facile d'embaucher en ce moment. Donc Non, c'est pas simple. On recherche, on a deux pools de compétences. On a des développeurs informatiques, bien évidemment, back-end, front, etc. Et puis on a des experts, on va dire métiers, et c'est plutôt des ingénieurs, donc des ingénieurs en modélisation, ingénieurs agroalimentaires et ingénieurs chimie. C'est un gros marché au niveau mondial, ce marché du nettoyage industriel. Je crois plus de 3 milliards d'euros. J'ai lu ça en préparant l'émission. Tout à fait. C'est quoi l'ambition de Trasos? C'est d'abord de se développer en France. Vous avez déjà une vision un peu globale? Alors le marché est effectivement monstrueux puisque plus de 75% en fait des stations qui permettent de nettoyer les circuits de production ne sont pas optimisées. Donc avec les gains que j'ai annoncés, on a c'est quasiment sans fond. Bien évidemment, notre ambition, elle est à l'international. D'ailleurs, les premiers clients que l'on a et avec qui on échange sont des grands groupes internationaux qui ont des sites partout. Et d'ailleurs, une des idées de Trasos, en fait, c'était de pouvoir justement accompagner ces grands groupes-là, de déployer la même solution standardisée et d'optimiser sur la même base sur plusieurs sites industriels, quelle que soit la localisation. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Trasos? Alors, Trasos, ça veut dire esprit de l'audace en grec. Esprit de l'audace, vous êtes au bon endroit puisque c'est la chaîne des audacieux. Merci beaucoup Mayedine Chergui et bon vent à Trasos. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lauren Nkazad, Théo Boscar à la réalisation et Loïse Merlin au son. Belle journée à toutes et à tous.